Alors, qui suis-je? Je m'appelle Bruno Delcambre, je suis un chef d'entreprise avant tout. J'ai une vingtaine d'années d'entrepreneuriat derrière moi. J'ai créé des entreprises en Belgique, en France. Et ce qui s'est passé, bon, j'ai quelques enfants, j'en ai 6, une femme merveilleuse. Et j'habite dans le Nord. Alors le Nord, il fait froid, vous savez, vous connaissez le film. Mais ce n'est pas la plus grande particularité. La plus grande particularité, c'est que j'ai perdu une entreprise au tribunal de commerce il y a en 2008, 2009. Une entreprise qui avait 110 salariés, qui faisait 10 millions de chiffre d'affaires, qui l'année précédente avait fait 400 000 euros de résultats. Et c'est dire que les choses peuvent aller très vite dans la décroissance ou dans le choc d'activité que peuvent rencontrer les entreprises. Et c'est tombé au moment de 2008, de la crise de 2008. Donc nous travaillions essentiellement avec le marché public. Nous étions le leader régional Nord-Pas-de-Calais de tout ce qui était isolation thermique par l'extérieur, de tout ce qui était ravalement de façade. Et nous étions sur des marchés de collèges, de lycées, et ainsi de suite. Et la crise de 2008 était violente puisque vous vous souvenez des premiers flash infos qui apparaissaient par rapport aux États-Unis à partir du mois de juin. Et 6 mois plus tard, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé en France? Les appels d'offres publics ont chuté de 40% et les prix eux-mêmes des appels d'offres ont chuté de 30%. Donc vous aviez à la fois moins de travail, 40% de travail en moins, et 30% de coûts d'appels d'offres en moins, puisque vous aviez les artisans qui désespérément cherchaient du travail, les artisans qui dans le bâtiment travaillaient essentiellement avec des promoteurs immobiliers, et nous avons des promoteurs comme Kaufmann et Broad qui ont fermé leur bureau à Lille, et d'autres à Kéris et autres. Donc qu'ont fait les promoteurs? Ils ont commencé par revendre leurs terrains, les terrains qui étaient dédiés à la construction, pour financer les licenciements de toutes leurs équipes. Les promoteurs ont quitté le nord de la France, comme un peu partout en France d'ailleurs. Et à ce moment-là, les artisans qui n'ont plus de boulot, puisqu'ils étaient payés à la tâche et à la semaine, et du jour au lendemain, ces gens-là n'avaient plus rien à faire. Donc ils ont commencé à répondre aux appels d'offres publics. Et les entreprises comme les nôtres, comme la mienne, se sont retrouvées dans une bourrasque terrible, puisque vous connaissez les prix de revient des entreprises d'une centaine de salariés qui sont naturellement plus élevés que les prix de revient des artisans. Voilà, donc il y a une spirale catastrophique. En 6 mois de temps, mon entreprise s'est retrouvée en cessation de paiement. Je n'avais jamais connu ça de ma petite expérience d'entrepreneur. J'avais créé 4 entreprises auparavant. Et c'était la première fois que je découvrais ce phénomène de la possibilité d'imaginer sérieusement perdre une entreprise. Et quand on dit perdre une entreprise, c'était perdre tout ce que j'avais accumulé pendant une vie. Puisque en fait, quand on est entrepreneur de PME, contrairement aux grandes entreprises du CAC 40, on a généralement peu d'autres moyens, sauf à être d'une famille fortunée, ce dont je ne venais pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour être très rapide et très précis? Je me suis retrouvé au tribunal de commerce. C'est un monde totalement inconnu, enfin, que je ne connaissais absolument pas. J'ai découvert qu'il y avait une loi qui s'appelait la loi de sauvegarde de 2005, que je ne connaissais pas non plus. Et j'ai découvert aussi, mais bien après, alors que j'étais déjà en procédure, qu'il y avait des procédures amiables qui étaient prévues dans le cadre de cette loi, qui sont des outils absolument remarquables, mais totalement méconnus du monde des chefs d'entreprise de PME. Alors on en parlera si vous voulez, si ça peut vous intéresser. Et à la suite de cela, je me suis dit, au bout de 18 mois, j'ai tenu 18 mois au tribunal, j'avais réussi à créer des partenariats en espérant rester au capital. Et à la veille d'une audience au tribunal, j'ai un de mes partenaires qui m'a lâché parce qu'il avait lui-même des soucis économiques. Bon. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû me résigner à accepter de vendre l'entreprise qui valait 2 millions d'euros auparavant, un an avant, la vendre pour 10 000 euros à la part du tribunal. Ça a été racheté par un ami qui était sur une niche d'activités très très différentes de là où nous étions et qui avait la trésorerie nécessaire pour financer le BFR à la part du tribunal. Donc pour 10 000 euros, j'ai perdu ma boîte avec 20 ans, 25 ans de ma vie. Voilà un petit peu. Alors, vous connaissez les frasques des chefs d'entreprise. Hein. Si on est chef d'entreprise, c'est parce qu'on le veut bien. Mais quand on perd son entreprise, on n'a pas de chômage, on n'a pas de sécurité sociale, on n'a rien du tout. Et néanmoins, on doit continuer à payer sa maison, on doit continuer à nourrir ses enfants, à les envoyer dans les belles écoles de commerce. Et ça, c'est un coût et on n'y est pas préparé du tout. Alors, quand j'ai eu tout perdu, je me suis dit, soit, bon, alors vous pensez toujours aux idées les plus noires, au suicide, par exemple, c'est une option. Hier, j'étais à une conférence sur le burn-out à Lille, qui était donnée par la CATE de Lille. Et c'est à peu près les mêmes, on est un peu dans les mêmes schémas de réflexion et d'action. Il y a un moment où vous vous demandez s'il vaut mieux pas disparaître de la planète, parce que quand vous êtes chef d'entreprise, il y a une chose à laquelle vous pensez à vous assurer.
Et j'étais couvert, c'est-à-dire que mes 6 enfants pouvaient avoir leurs études payées jusqu'à la fin de leurs études. Et ma petite femme avait une vie dorée jusqu'à sa mort, puisque j'avais une assurance vie qui était tout à fait béton. Alors bien sûr, il ne faut pas mourir de suicide, hein, mais un suicide, on sait ce que c'est, on sait comment ça se passe. Quand on se prend un arbre sur la route et que l'on a mis du temps à chercher, ce n'est pas un suicide, c'est un accident de voiture. Donc ça marche. Et c'est vrai que c'est une forme de libération de l'imaginer, parce que quand on est dans cette situation extrême, de se dire comment vais-je sauver ma boîte, qu'on n'a plus de solution et qu'on tourne dans son bureau le soir vers 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, 23h, 2h du matin, où vous êtes seul, où vous ne trouvez plus de schéma, de réflexion pour envisager une différenciation, une diversification, un rapprochement par rapport à un concurrent. Lorsque vous êtes dans ce type de schéma, vous tournez en rond. Vous êtes comme un disque rayé. Alors, l'image du vinyle, on ne l'a plus dans la génération d'aujourd'hui, mais c'est vraiment l'histoire du disque qui tourne sur lui-même et où le chef d'entreprise reste enfermé dans un état d'esprit où il n'y a plus de discernement. On a beau être fort, on a beau être souriant dans les conférences des chambres de commerce à laquelle nous avons toujours plaisir à aller, on a beau toujours être dans le monde à dire que tout va bien et qu'on pousse, un petit peu compliqué actuellement, c'est vrai qu'on ne laisse rien paraître, parce qu'on sait très bien qu'à partir du moment où on laisse paraître une faiblesse, la faiblesse d'un marché qu'on n'arrive plus à capter, la faiblesse d'une entreprise qui n'arrive plus à payer ses fournisseurs ou qui a des problèmes relationnels avec ses banques, et bien tout ça, si on le laisse paraître, on est foutu. Et ça prend une courbe exponentielle. Et votre entreprise, au lieu d'espérer durer, eh bien, termine encore plus brutalement. Donc, quand vous êtes chef d'entreprise, vous en doutez, on ne peut pas dire que les choses vont mal. On peut imaginer plein de petites histoires à côté. On peut dire que c'est compliqué actuellement. On peut dire que c'est difficile, on pousse, mais on va y arriver. Et on sait très très bien que dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois, on sera incapable de payer ses salariés et que quelque part, bon, on est déjà en cessation de paiement peut-être depuis longtemps parce que l'URSSAF patronale, vous ne la payez plus, mais à partir du moment où vous ne payez plus l'URSSAF salariale, là c'est très grave. C'est un délit, c'est pénal, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai perdu cette entreprise? Je me suis dit, bon, la solution du suicide, j'avais une femme qui était suffisamment forte pour m'en dissuader, mais je vous avouerai que j'ai bien mis 3 semaines, un mois à trouver l'arbre que j'allais me prendre, parce qu'aujourd'hui, les routes sont très sécurisées. Vous regarderez ce soir en rentrant chez vous. Les arbres sont protégés. Vous avez des rails. Les autoroutes, c'est impossible. Les ponts, vous ne pouvez plus vous les faire. Il y a des rails aussi. Donc, c'est vous dire que quand vous êtes chef d'entreprise et que vous envisagez toutes les options, vous cherchez et vous tournez en rond. Bon, alors, j'ai évité ce fléau, mais uniquement grâce à ma femme qui était présente. Bon, c'est toujours douloureux, dramatique, déchirant. C'est pas beau à voir. Ce sont les moments de grandes défaites, de grands désolements, de tout ce qu'on peut imaginer. Mais je ne suis pas là pour vous faire pleurer. C'est pour ça qu'on a créé SOS Entrepreneur. SOS Entrepreneur, c'est l'émanation, c'est une association et l'émanation d'un certain nombre de chefs d'entreprise du Nord-Pas-de-Calais qui ont tous été à un moment dans leur vie, chefs d'entreprise, mais qui ont tous connu à un moment dans leur vie des difficultés, et des difficultés importantes. Nous avons un comité de pilotage qui dit que la grande difficulté, l'entreprise en grande difficulté, on peut avoir toutes les matrices formidables dans nos écoles de commerce qui sont tout à fait appréciables et qui servent à définir la notion de risque et la notion de déséquilibre entrepreneurial. Mais il y a un élément qui est important, c'est que quand une entreprise est en perspective de cessation de paiement, elle est vraiment en grande difficulté. Et là, on ne se trompe pas. On n'a pas à discuter des heures et des heures. Si vous sentez que votre actif disponible, votre passif exigible, c'est-à-dire toutes ces factures que vous avez et qui sont arrivées à terme, à échéance, si vous cumulez toutes ces factures de manière très pragmatique, que vous prenez votre calculette, si vous avez encore la capacité d'appuyer sur une machine, une calculette, si ce passif exigible ne parvient pas à être à l'équilibre avec votre actif disponible, ce n'est pas les gens d'école de commerce que je vais leur apprendre ce que c'est, eh bien, vous êtes en cessation de paiement. Et souvent, nous rencontrons des entreprises qui sont en cessation de paiement depuis plusieurs mois. Mais la loi autorise la cessation de paiement pendant un délai maximum de 45 jours. Après, c'est du pénal. Et le pénal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous vous retrouvez au tribunal, parce que vous finissez toujours au tribunal quand vous en êtes à ce niveau-là, quand vous vous retrouvez au tribunal et que vous avez dépassé 45 jours une situation de cessation de paiement, alors ce n'est pas 46 ou 47, ça peut être 2 mois, 3 mois, 4 mois, eh bien le tribunal a la possibilité d'exiger le remboursement du passif exigible avec vos biens propres.
Et là, le statut de votre société, que vous soyez en SAS, en SARL ou autre, ou en SA, n'y fait rien. Vous êtes dans une procédure purement pénale et on va aller chercher vos biens propres. Et quand vous prenez conscience de ce genre de choses, alors que vous avez créé votre boîte, votre SAS, en mettant de l'argent de côté, en vous disant, bon, ça y est, je suis sécurisé, s'il m'arrive un malheur, je ne perdrai rien de plus, si ce n'est quand même pas mal d'argent. Lorsque vous prenez conscience de ça, vous vous dites, mais c'est insupportable, je ne peux pas accepter non seulement de perdre toute une grosse partie de ce que j'ai créé dans ma vie, mais en plus d'aller rechercher ce qui permet à mes enfants de vivre, à mes enfants d'avoir un toit et autres. Et c'est pourtant la réalité. C'est pour ça qu'on a créé SOS Entrepreneur. Donc SOS Entrepreneur, c'est une association à but non lucratif, qui est l'intérêt général, naturellement, qui a reçu le prix Entreprise solidaire de l'EDEC 2012. Je suis désolé, c'est plus au nord. Mais ça aurait été dans le sud, ça aurait été à Grenoble. Je pense qu'on aurait réussi à avoir le prix de Grenoble EM. Enfin, j'espère. Et alors, nous avons créé un fonds de solidarité en juillet 2012. Donc, ça a été créé, je mélange les dates, c'est en 2011 que nous avons créé SOS. Et en mars 2011. En juillet 2011, nous avons créé un fonds de solidarité qui permet d'octroyer des prêts d'honneur à des entrepreneurs qui ne se payent plus. Vous connaissez un petit peu la moyenne du salaire des chefs d'entreprise de PME d'une région? À peu près, c'est combien? Une petite idée. On va dire par mois, parce que moi j'ai du mal à multiplier par 12. Combien? Oui, c'est ça. Non, c'est 2500, 2600. Hein. En réalité, lorsqu'on se confronte à des chefs d'entreprise qui sont en grande difficulté, la plupart ne se payent même plus le SMIC. Donc ça vous donne un petit peu la capacité d'un chef d'entreprise à se faire accompagner. Zéro. Et c'est bien la problématique qui existe aujourd'hui. Alors, vous savez que la France a remporté un record exceptionnel sur 2013. Quel est-il? C'est le nombre de défaillances. Nous avons eu le plus gros nombre de défaillances en France depuis la crise de 2008. Alors qu'on pensait que l'année 2013, à partir de juillet, était une année de reprise. Donc ça vous donne un petit peu la difficulté. Et quand on a autant d'entreprises en défaillance, plus de 60 000, qui obligent des chefs d'entreprise à se poser des questions de fond, alors qu'ils ne se payent plus, c'est extrêmement compliqué. Vous êtes dans une forme d'exclusion du modèle économique, du chef d'entreprise lui-même, l'exclusion d'un homme qui s'est battu toute sa vie pour créer de la valeur, pour créer des emplois, et qui à un moment tourne en rond, il ne sait plus quoi faire, et est seul pour le faire. Parce que quand un type ne se paye plus, il n'y a plus grand monde qui lui propose d'aller travailler pour rien, pour zéro. Alors nous avons créé un fonds de solidarité, le fonds de solidarité SOS Entrepreneur, et puis nous avons créé une fondation, la fondation a 3 mois, la fondation Entrepreneurs en détresse, qui va permettre de défiscaliser non seulement l'IS, l'IRPP, donc l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, mais également l'ISF. Et la Fondation Entrepreneurs en détresse est sous égide de Caritas France. Vous connaissez Caritas? Nous avons mis cette association cette fondation sous égide parce que pour nous, c'est important d'avoir une démarche humaine. On est dans l'homme, on n'est pas dans l'entreprise, on est dans l'homme, entrepreneur. Et ce qui nous importe, nous, c'est de sauver des hommes parce qu'ils ont su, à un moment ou à un autre, créer de l'emploi et de la valeur. Et j'étais à Bruxelles l'autre jour au Parlement pour une conférence et nous avions tous les establishments financiers de l'Europe du Nord, les Hollandais par exemple, qui sont des gens absolument d'une tendresse inouïe et qui considèrent qu'un chef d'entreprise qui est en échec, c'est un nul. Hein, c'est un type vraiment, mais on se demande comment il a pu en arriver là, comment il a pu accéder au poste de chef d'entreprise. À les écouter, c'est vraiment ça. Alors, j'ai immédiatement pris le micro en leur disant, mais messieurs, c'est grâce à tous ces hommes qui représentent 75% du PIB d'un pays, c'est grâce à tous ces hommes chefs d'entreprise que vous êtes là aujourd'hui en face de nous, parce que ces hommes, pendant des années, ont créé de l'emploi et ont créé de la valeur. Et ça, il ne faut peut-être pas l'oublier à un moment. Alors après, on peut avoir fait de grandes études financières, on peut être à des postes importants dans des comités de direction, des comités d'investissement de banques. Il n'empêche que ces gens-là n'ont jamais mis le cul dans un bureau de chef d'entreprise. Et ça, c'est une grosse différence. Et c'est la grosse problématique que l'on rencontre en France aujourd'hui au niveau de l'entrepreneuriat.
je lisais, et je pense qu'on va passer à la suite parce que je me suis un peu égaré, je lisais des études qui viennent de sortir qui sont tout à fait effrayantes sur l'estime que l'on peut porter à la possibilité de devenir chef d'entreprise. Et tu vas repartir de ton sondage, moi j'en ai eu un autre, je vous le livrerai. Alors je termine simplement la présentation. Nous avons au mois de janvier, ah ça marche pas. Ah oui, il y a un petit souci là. Oui. Oui, oui. Alors, au mois de janvier, nous étions à Sciences Po à Paris avec la ministre Fleur Pellerin, parce qu'il se trouve que dans nos ministères, on ne sait pas ce qu'est une PME. Ce sont des gens absolument brillants, d'une grande intelligence. J'ai rencontré des personnes, des profils tout à fait exceptionnels, qui sont capables de vous négocier des contrats internationaux sur des dizaines de milliards, mais sans aucun problème. Des contrats dont vous ne connaissez même pas le titre, vous ne comprenez même pas le titre. Et malheureusement, ces gens-là, lorsque vous leur parlez de PME, ils ne comprennent rien. Et il se trouve que SOS Entrepreneur est un partenaire important dans tous les grands débats publics depuis 2 ans, puisque nous avons participé aux Assises de l'entrepreneuriat l'année précédente au ministère de l'économie. Donc nous étions avec Montebourg, nous étions avec Moscovici, nous étions avec Pellerin. Et on a proposé des modes de financement pour les PME, parce que la problématique d'aujourd'hui, en France, c'est bien le mode de financement du BFR, du besoin en fonds de roulement. On a des vraies problématiques de financement court terme. Et donc, nous avons participé à cela. Et c'est important pour SOS Entrepreneur d'être acteur. Tu voulais parler de lobbying, je pense, mais c'est vrai que nous faisons beaucoup de lobbying à ce niveau-là, parce que les gens qui sont à Paris ne savent pas ce qu'est une entreprise, une PME. Fleur Pellerin, qui est une fille absolument charmante, qui a fait les sacs, pour votre information, me disait, mais Bruno, c'est bien ce que vous faites. Vous savez, moi aussi, j'ai fait un stage dans une PME quand j'étais étudiante. Je lui dis, ah oui, vraiment. Oui, oui. Alors, au bout de 3 minutes, elle me dit, oui, c'est une entreprise de 1800 salariés. Alors, vous comprenez un petit peu la difficulté. La France, le PIB de la France, c'est 75% de PME, mais ce ne sont pas des PME qui font 1800 salariés, vous vous en doutez. C'est vous dire le profond décalage qu'il y a entre nos politiques, qui sont des gens exceptionnels, et la réalité du terrain. Et après, vous comprenez pourquoi la France va si mal aujourd'hui. Bon, ça c'était un point de détail. Donc nous avons signé avec Fleur la charte du rebond, qui est une charte qui a pour mission de parler du rebond par rapport à l'échec et de faire de l'échec une situation d'échec utile. C'est important. Parce qu'on s'aperçoit outre-Atlantique que l'on a une philosophie très très différente par rapport à l'échec et que c'est grâce à l'échec que l'on réussit. En France, c'est parce qu'on est en échec que l'on est nul. Une fois qu'on vit un échec, on est nul et on ne fait plus rien. Aux États-Unis, il faut avoir fait un échec pour pouvoir réussir et pour pouvoir avoir notamment l'appui des banques. C'est remarquable. Et Fleur a pris conscience de ce problème et nous a demandé de créer quelque chose avec toutes les associations françaises qui aident l'entrepreneur en difficulté. SOS Entrepreneur intervient très en amont, avant que l'entreprise soit en cessation de paiement, pendant qu'elle est en cessation de paiement, mais tant qu'elle vit, nous nous battons. Et l'objectif, c'est d'aider cet entrepreneur qui a tout donné à essayer de sauver sa boîte. Et si on n'y arrive pas, à l'aider à recréer une entreprise avant même que sa propre entreprise ne termine en liquidation. Donc on a une double casquette. Parce que je considère qu'un chef d'entreprise, tant qu'il n'est pas liquidé, a un potentiel d'énergie dévorante. Une fois qu'il est liquidé, que le prononcé du tribunal tombe et que l'on vous dit, monsieur, donnez vos clés au mandataire judiciaire qui prend en charge votre entreprise, ce jour-là, vous n'êtes plus rien. Il n'y a plus de considération, il n'y a plus d'écoute vis-à-vis du monde financier, par exemple, et c'est extrêmement difficile de le reconstruire. Donc SOS Entrepreneur dit, sauvons l'entrepreneur le plus rapidement possible, et si on n'y arrive pas, parce qu'il y a des modèles économiques que l'on n'arrive pas à sauver, parce que l'entreprise, c'est comme un homme, ça peut mourir, ou une femme, ça peut mourir. Il y a des modèles économiques qui sont dédiés à une périodicité parfois relativement courte, et c'est normal. On ne va pas pleurer parce qu'un chef d'entreprise liquide sa boîte. Non, on va pleurer parce qu'un chef d'entreprise n'a pas la capacité de rebondir. Ça, on peut pleurer. Et ça, je vous invite à pleurer. Mais on y arrive. On arrive à donner de l'énergie. On a un certain nombre. Nous avons eu, sur les 2 premières années de l'association, 3700 appels de détresse au téléphone. Sur une ligne téléphonique que nous avons, qui fonctionne 24 heures sur 24, le jour de Noël, nous avons eu 5 appels de chefs d'entreprise. Sur les 3700 appels que nous avons eus sur les 2 premières années, nous avons sauvé
je crois que c'est 160 entreprises. Alors, ça ne veut pas dire que les 3700 appels ont donné des entreprises qui sont parties en échec, non. Nous avons des appels auxquels nous avons répondu immédiatement en donnant des procédures qui ont permis de redresser immédiatement. Et nous avons eu un certain nombre d'entreprises qui sont allées jusqu'au tribunal. Et parmi celles-là, nous avons multiplié par 4 le taux de redressement des entreprises par rapport à la moyenne reconnue en France depuis Balzac. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près à 95% d'échecs sur toutes les entreprises qui déposent le bilan. Il y a 95% d'échecs au niveau du tribunal. Bon. SOS permet d'avoir au minimum 20% de réussite. C'est déjà pas mal. Mais en sachant que si on doit échouer, on recrée. Et on recrée avant de mourir. C'est ça un petit peu la nuance. Et alors, Fleur nous disait, bon, bah, très bien, SOS Entrepreneur, vous êtes en amont, vous aidez les chefs d'entreprise avant qu'ils ne perdent leur entreprise. Chouette. Et quand un chef d'entreprise perd son entreprise, qu'il a tout paumé, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous sommes allés chercher 3 autres associations. Il y a Recréer, qui existe depuis des années, qui a pour principe de réunir des chefs d'entreprise qui ont connu de grandes difficultés autour d'une table et de discuter. Et déjà, on sort de son corps un petit peu tout ce qui vous appauvrit, tout ce qui vous écrase, et on trouve des solutions ensemble. Ça, c'est l'action de Recréer pour les chefs d'entreprise. Vous avez une autre association qui s'appelle 60 000 rebonds, qui a été créée il y a 2 ans. Et l'objectif de 60 000 rebonds, c'est de permettre à un chef d'entreprise qui a tout perdu de recréer une activité. Donc nous sommes allés les chercher, on les a écoutés. On s'est dit, tiens, c'est pas mal ce que vous faites. Est-ce que vous seriez d'accord pour participer au portail? Et nous avons une 4e association qui s'appelle Second Souffle, qui, elle, a une mission très différente. C'est pour tous les chefs d'entreprise qui ont perdu leur boîte, qui n'ont plus l'énergie de recréer ou qui n'ont pas d'idée, tout simplement, et qui disent, moi j'en ai marre, j'en peux plus, j'aimerais trouver un boulot de salarié. Et comme un chef d'entreprise, lorsqu'il a connu le bonheur d'être chef d'entreprise, c'est très difficile de redevenir salarié. Eh bien, le Second Souffle a vraiment toute sa mission dans ce type de fonctionnement. Et nous avons par exemple rendez-vous demain à Paris avec le portail des entrepreneurs, les membres du portail, pour justement mettre en place une projection de notre action sur l'année prochaine. Voilà un petit peu ce que j'ai réussi à créer en dépit du fait que j'ai perdu ma boîte. On a créé SOS Entrepreneur, on a créé la Fondation Entrepreneurs en détresse, et puis nous avons créé avec la ministre Pellerin le portail du rebond des entrepreneurs, www.rebonddesentrepreneurs.com. Voilà, ça c'est une première. C'était simplement pour me présenter. Alors, quelle heure est-il? Moins 20. Alors, quelles sont les questions auxquelles vous souhaitez que j'aborde plus particulièrement? Je ne veux pas que ce soit un monologue. Alors, ça fait déjà 30 minutes que je parle. C'est carrément un monologue, c'est chiant. Donc, autant aller au but. Vous avez compris que nous sommes des opérationnels avant tout. Hein. Nous sommes dans la dynamique entrepreneuriale de PME. On n'est pas là pour discuter, pour se raconter des histoires, pour faire des jeux de jambes, pour faire des cocktails. Non, on est là pour aller à l'action et on est là pour sauver des chefs d'entreprise. Et on est là pour permettre aux chefs d'entreprise qui créent non seulement de réussir, mais s'ils échouent, de réussir, mais encore mieux. Oui, bonjour. Bonjour, juste une question rapide. C'est en amont encore par rapport à ce que vous faites, est-ce qu'il y a aussi un enjeu de culture de vivre l'échec différemment, que ce soit à la fois par les personnes qui ne réussissent pas dans leur création d'entreprise ou que ce soit par rapport aux personnes qui sont dans leur entourage? Est-ce que là, il y a des choses qui existent pour faire évoluer cette perception de l'échec en France? Oh, ça, c'est tout un programme, mais ce qu'on veut, c'est faire évoluer les mentalités, c'est se rapprocher de ce qui se passe aux États-Unis, où aux États-Unis, on a des modules. Comment se planter? À l'école, on n'apprend pas comment réussir, là-bas. On apprend comment on se plante. Et quand tu sais comment tu te plantes, tu sais comment tu vas faire pour éviter de te planter après. Donc, la culture de l'échec utile, c'est un vocable qu'on a utilisé avec la ministre, c'était de dire faisons la promotion de l'échec utile. D'ailleurs, on a déposé le nom au niveau de l'INPI, parce que c'est une initiative privée, le portail du rebond, il faut le savoir aussi. La notion d'échec utile est très importante. On ne peut pas réussir dans ce monde si on ne s'abreuve pas aux sources de l'échec. Parce que toujours à regarder ce qui marche, c'est bien, c'est indispensable de savoir ce qui marche, mais c'est largement insuffisant. Et c'est à partir du moment où on s'inspire de l'échec que l'on arrive à démultiplier des notions de réussite. Et là, effectivement, je connais beaucoup de chefs d'entreprise qui ont échoué, et lorsqu'ils ont réussi la fois d'après, je peux vous dire que c'était une réussite, mais majeure. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument échouer pour réussir. Je vais vous parler d'un petit truc.
vous affrontez, est-ce que dans vos enseignements, vous savez que, bon, moi, on ne peut pas tous être parfaits. J'ai fait une école de commerce et c'est pas Grenoble le M. J'aurais bien aimé parce que je trouve que cette boîte a quelque chose de tout à fait fascinant. Et j'en parlais tout à l'heure, pendant le déjeuner, je disais, mais Grenoble le M, pardon, je crois que c'est comme ça que l'on dit, Grenoble le M. Pardon? Grenoble le M, oui. Moi, j'en étais encore à ESC. Mon fils m'a dit, mais papa, t'es ringard, on ne parle plus de SC. Bon, très bien, je prends acte. Donc, Grenoble le M, la particularité par rapport à toutes celles que je connais en France, et vous vous doutez que je bouge un petit peu quand même, c'est que vous avez une approche de la PME que nul autre n'a. Et je parle de l'ESSEC, je parle de HEC, je parle même de l'EDEC, dont je suis issu. Je parle de toutes les grandes. Ils n'ont pas cette culture de la PME. On n'y peut rien. On est encore dans la culture de salon, dans la culture extrêmement académique. Et j'ai le sentiment que Grenoble-M a un avantage par rapport à toutes, c'est que vous arrivez à équilibrer l'académique, qui est indispensable, avec le mode justement propre à la PME, qui est un mode de réactivité, qui est un mode d'opérationnalité, qui est un mode également de stratégie, hein, parce que sans stratégie, on ne fait rien. Et ce dont je voulais vous parler, surtout par rapport à cette notion d'échec utile, c'est la notion d'accomplissement. C'est vrai que dans la vie, on juge les personnes en fonction de deux choses. Soit elles réussissent, et en France, tant mieux, mais on les jalouse. Ou soit elles échouent. Et puis alors celle qui échoue, on n'en parle pas. Il ne faut pas en parler, ça peut nous apporter la poisse. Hein, moi, si je discute avec un type qui s'est planté, ça va m'apporter la poisse. Donc il ne faut surtout pas lui parler. Puis celui qui n'a ni réussi ni échoué, alors lui, il est passe-muraille, on ne le voit pas. Il n'a aucun intérêt. Ça, c'est un petit peu la culture française, hein, que l'on ne connaît pas du tout à l'étranger, je pense, outre-Atlantique. Et ayant rencontré cette problématique à mon niveau, très personnel, c'est une expérience purement personnelle dont je vous parle, hein, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait qu'on peut s'en sortir de tout ça? Une fois qu'on a échoué, on n'est quand même pas jeté à la poubelle. Parce que même Pôle emploi, quand vous allez les voir, ils vous regardent avec des grands yeux, ils ne comprennent pas qui vous êtes. Vous ressortez de là au bout d'une demi-heure, de toute façon, vous n'avez rien, vous n'avez toujours pas de chômage. Hein. Et puis, vous ne proposent rien parce que ce n'est pas leur problème. Ils ne sont pas capables de répondre à cette problématique. Un chef d'entreprise à recaser comme salarié, c'est vraiment très compliqué. D'où l'importance d'avoir cette association Second Souffle. Et ce qui est important, ce n'est ni l'échec ni la réussite. Parce que pour l'échec, il y a l'échec utile. Et pour la réussite, quand on réussit, tant mieux. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est l'accomplissement. C'est ce qu'on accomplit. C'est ce qu'on fait. Parce qu'en réalité, si on a tous une même volonté, tous dans cet amphi, et je pense que la volonté de tout à chacun, c'est de trouver une parcelle de bonheur dans sa vie. Et au besoin, de trouver une vie de bonheur. Il n'y a rien de plus important. On n'est pas là. Alors, il y en a qui me disent, oui, moi, je veux gagner du fric, c'est pour ça que je crée ma boîte et tout et tout. Ouais. Là, il y a une problématique de finalité personnelle. Je ne sais pas si ce sont des notions que vous abordez à Grenoble-M. La finalité personnelle, la finalité professionnelle de l'entreprise, de l'entrepreneur, c'est essentiel. Parce que c'est sous le rayonnement du degré d'accomplissement, c'est-à-dire de ce qu'on accomplit. Mais ce qu'on accomplit, ce n'est pas par rapport à soi, c'est par rapport à une vision. Et la vision, on sait très bien que c'est ce que l'on projette, c'est quelque chose que l'on n'atteindra jamais. C'est un idéal que l'on se fixe, la vision. Et après, vous avez la stratégie, c'est vrai. Mais la vision, c'est un idéal que vous fixez et que vous n'atteindrez jamais. Et pour servir cette vision, il y a votre finalité personnelle. À quoi est-ce que ça va servir? Si ça ne sert qu'à moi, vous ne serez jamais heureux. Ça, c'est clair. Alors, on s'en rend compte en vieillissant, quand on est jeune, qu'on a peut-être votre âge. J'étais pas comme ça à votre âge. J'étais pas comme ça, je le dis. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus attiré par le pouvoir de l'argent, par le pouvoir de l'épanouissement par l'argent. Mais c'est quelque chose de totalement faux. Ce qui est important et ce qui rend heureux au final, c'est ce qu'on accomplit. Et on peut faire des choses merveilleuses dans cette dimension. C'est pour ça qu'au début, SOS Entrepreneur avait une valeur forte et aimait beaucoup Oscar Wilde. Il disait « La vraie valeur d'un homme réside non pas dans ce qu'il a, mais dans ce qu'il est ». Et au bout de quelques années, je me dis « Mais non, c'est même pas ça. C'est pas mal ce qu'il disait Oscar Wilde. Le plus important, c'est que la vraie valeur d'un homme réside non pas dans ce qu'il a, je suis toujours d'accord, mais dans ce qu'il accomplit. Et vous pouvez échouer, c'est pas grave. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Alors, on va repartir sur le sondage. Donne-le-moi.
Alors ce sondage, c'est un vrai paradoxe français. On est 48% des jeunes de 18 à 29 ans à rêver à créer notre boîte, mais on est seulement 1% à passer à l'acte. Alors Bruno, d'après toi, quels sont les freins, quels sont les problèmes franco-français? Pourquoi on se bloque? Oui, pour corroborer ton chiffre, moi je lisais un truc de la conférence des grandes écoles qui a eu lieu là, il y a quelques semaines, qui sort d'un sondage IFOP et Deloitte, qui disait sensiblement la même chose, mais à un niveau encore plus alarmant. Les jeunes diplômés sont en pleine déprime. C'est pas drôle. Mais vous, parce que vous êtes animés par l'entrepreneuriat, je suis sûr que c'est autre chose. Regardez, 6% d'entre eux espèrent créer leur entreprise. On parle bien des jeunes diplômés, on ne parle pas des jeunes sur une tranche d'âge, on parle des jeunes diplômés. 6% d'entre eux espèrent créer leur entreprise, mais il faut savoir qu'il y a un an, ils étaient 11%. Vous voyez un peu la chute? Pas terrible, hein? Alors, qu'est-ce qui justifie cela? Alors, d'abord, il y a la situation économique, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Cette année 2013 a été absolument catastrophique. Et c'est vrai que quand on voit que les entreprises tombent comme des mouches, on se dit, mais à quoi bon prendre des risques? Et c'est vrai que je lisais une étude européenne à la Commission qui est sortie il y a déjà quelques années, mais qui est ressortie au niveau du ministère il y a 15 jours. Et cette étude redit exactement les mêmes choses. Qu'est-ce qui fait que les jeunes ou les jeunes diplômés ne vont pas créer leur entreprise alors qu'ils en font le rêve? Il y a combien d'étudiants dans cet amphi qui rêveraient de créer une entreprise? Vous pouvez lever la main. Oh, j'espère un peu plus. Allez! Mais vous n'avez rien compris, c'est génial. Bon, en gros, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de jeunes qui rêvent de créer une entreprise, mais ils n'osent pas. Ils n'osent pas parce qu'ils ont peur. Et cette peur de l'échec, c'est quelque chose d'atroce. Parce qu'en France, on n'est pas un pays d'entrepreneurs. On est un pays de suiveurs, on est un pays de tout ce que vous voulez, mais on n'est pas un pays d'entrepreneurs. C'est terrible. Et c'est cette peur de l'échec. Parce que, vous savez, pourquoi est-ce qu'on a peur de l'échec? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il apporte. On ne sait pas ce que ça constitue, l'échec. Et comme on n'en connaît pas les composants, eh bien on en a tout simplement peur. On en a la trouille, une trouille viscérale. Et c'est vrai que quand on est jeune, moi j'ai eu ça parce que j'ai toujours voulu créer une boîte et je l'ai créée très tardivement. Enfin, j'en ai créé plusieurs, mais trop tardivement à mon sens. Et après, je me suis dit, mais ne regrette rien. Il faut créer sa boîte quand on est prêt, quand on se sent prêt. Et c'est pas parce qu'on rêve de créer une entreprise qu'on va la créer tout de suite. On n'est peut-être pas forcément prêt. Moi, j'étais impressionné. J'avais toujours eu la trouille des discussions avec les banques. C'est bizarre, hein, je vous parle d'un truc, j'en ai jamais parlé à personne. C'est la première fois que j'en parle. J'ai toujours la trouille d'aller négocier avec des banquiers en me disant, mais purée, quand je créerai une boîte, il faudra que j'ai des relations avec les banquiers. Mais vu ce qu'on m'en dit, ça paraît vachement compliqué tout ça. Je ne suis pas à la hauteur, j'ai fait un MBA aux États-Unis, puis j'ai refait un MBA plus tard parce que j'ai pris 20 ans, donc j'en ai refait un en France en me disant les techniques ont dû évoluer. En fait, elles n'ont pas beaucoup évolué. Le langage a évolué. Et ça, c'est formidable. Il y a des approches différentes, plus enrichissantes, mais le fond est toujours le même. Et effectivement, tout est bâti sur la peur. Mais c'est pour ça qu'on est en train de travailler sur cette notion de crise, de crash test. Les banquiers font des crash tests. Lorsque vous leur empruntez de l'argent, ils font des crash tests. Mais alors, leurs crash tests sont un peu simplissimes. Hein. Alors, si l'entreprise fait -5, -10 par rapport à ce qu'elle a prévu, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, ils appellent ça un crash test. Non. Crash test américaine, c'est pas ça. C'est les gars, maintenant, on va apprendre tout ce qui permet de se planter, tous ensemble. Et une fois qu'on saura ce qui permet de se planter, vous n'aurez plus peur de vous planter, puisque vous saurez comment ça fonctionne. Et vous connaîtrez la loi de sauvegarde de 2005 de la France, qui est un pays formidable et qui a une boîte à outils. J'aime pas l'expression, parce qu'elle est un petit peu désuète maintenant. Mais c'est vrai que la loi de sauvegarde de 2005, c'est une loi que tout chef d'entreprise embryonnaire doit connaître. Pourquoi? Parce que vous avez d'une part des procédures amiables, c'est-à-dire qui peuvent rester tout à fait confidentielles, qui permettent de renégocier vos dettes avec des créanciers, avec des banquiers, avec l'ensemble de vos partenaires. Et toutes ces négociations, elles sont permises. Et elles peuvent avoir du sens et porter de la valeur, de négociation dans votre avenir futur, parce qu'elles peuvent même être appuyées par le président du tribunal de commerce à titre confidentiel. Et on peut l'officialiser si on le souhaite également. Eh bien, ces procédures amiables, personne ne les connaît aujourd'hui. Alors, on le connaît un petit peu mieux maintenant. Moi, j'ai l'impression qu'on les connaît mieux parce que j'en parle tous les jours. Mais
en tant que chef d'entreprise, je ne les connaissais absolument pas. Et pourtant, ce sont des outils formidables. Donc quand on crée une boîte, il ne faut pas avoir peur, parce qu'il y a plein d'outils. Mais pour ne pas avoir peur, il faut savoir ce qui fait peur. Et c'est ça qu'on doit apprendre. Vous êtes une école formidable, je l'ai dit. Vous avez l'académique, vous avez le sens de l'entrepreneuriat de PME, mais il faut aller encore plus loin. Essayez de demander à vos responsables de développer un module qui ça pourrait s'appeler le module de l'échec. Et une fois que vous aurez créé ce module, vous serez vraiment les premiers en France. Parce que quand on maîtrise l'échec, on maîtrise la réussite. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ça va? On a une question ici, Bruno. Bonjour. Donc, je voulais continuer aussi sur les chiffres. On compte environ 250 000 entrepreneurs français établis à l'étranger. Sur les 250 000, pratiquement aucun ne souhaite revenir en France dans un avenir proche. Qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire contre cette fuite de valeurs et de cerveau? Moi, je pense qu'ils ont eu raison de se barrer. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut continuer à se barrer? Mais c'est pas une raison suffisante pour que moi je me barre. Vous savez, quand on parle de finalité personnelle, quand on parle d'accomplissement, c'est pour les autres, c'est pas pour soi. Et je suis convaincu, parce que j'ai quelques amis quand même qui ont réussi. Ils ne sont pas forcément très heureux. Et quand on creuse de ceux qui sont heureux, on se dit, bah oui, mais celui-là a pigé quelque chose que les autres n'ont pas pigé. Et malheureusement, il faut en arriver à des situations d'échec comme celles que j'ai pu connaître pour toucher la vérité de la vie, c'est-à-dire la vérité du sens qui rend heureux. Il faut avoir connu la maladie pour savoir que quand on est guéri, la santé n'a pas de prix. Il faut avoir connu l'échec de l'entreprise pour savoir que quand on a une entreprise et qu'on crée de la valeur et des emplois, il n'y a pas de plus grand bonheur. Et c'est pour ça que quand j'étais un peu surpris qu'il n'y ait pas plus de personnes qui ont envie de créer une entreprise, mais ça viendra plus tard, je ne m'inquiète pas. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose, c'est un effet de levier sur l'épanouissement de l'être qui est tout à fait exceptionnel. C'est exceptionnel. Et tant pis que l'on se plante. Alors pour répondre à la question de ceux qui partent à l'étranger, c'est vrai qu'on est beaucoup aidé à l'étranger. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont partis en Angleterre, donc ce ne sont pas les États-Unis, mais beaucoup l'Angleterre, quelques-uns au Canada aussi, un peu moins aux États-Unis. Et c'est vrai que quand on a envie de s'éclater, on se dit, allez, j'en ai marre de ce pays de vieux, de ce pays pourri, je vais me barrer. Mais je m'aperçois que, vous savez, la France est quand même un pays de génie. On exporte nos cerveaux aujourd'hui. On sait que les plus grandes idées sont pas toujours, mais très souvent françaises. Donc on a une capacité en termes de recherche et développement qui est tout à fait exceptionnelle, que tous les pays nous envient. Et moi je dis on doit pouvoir construire en France, il ne faut pas se leurrer. Alors on peut rester en France, on peut avoir des intérêts à Londres, ce n'est pas incompatible. Je pense qu'il faut réussir à créer des ponts, justement, avec ces compatibilités, parce qu'on est des entrepreneurs. Donc on doit toujours chercher, d'abord on doit respecter la loi, c'est la première chose, mais on doit toujours chercher non pas à prendre les autoroutes, mais à prendre les chemins de travers. Parce qu'on avance peut-être tout doucement, mais au moins on est sûr de ne pas reculer. Et ce que je pense par rapport à ceux qui partent à l'étranger, c'est qu'on doit créer des ponts avec ces gens-là. On doit réussir à créer les valeurs. Pourquoi pas créer une boîte à l'étranger, si ça permet de créer quelque chose en France? Donc je ne suis pas... Vous savez, c'est comme la parité, je trouve que c'est une immense connerie. Tout le monde parle de parité, mais c'est une sottise. L'autre jour, j'étais au festival de Méribel. On était lauréat du festival des entrepreneurs, des visionnaires. Bon, j'étais ravi. Et j'ai plein de journalistes qui m'ont dit « Mais monsieur Delcamp, qu'est-ce que vous pensez de la parité? Vous ne trouvez pas que ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas plus de femmes entrepreneuses ?» Mais je dis « Mais c'est un faux débat. C'est un débat des années 70. La parité qu'on vous sert à tous les repas, sur tous les flash radio, c'est un débat des années 70. Il ne faut pas se leurrer. Il faut penser demain, il faut penser après-demain, mais pas années 70. La parité, moi je suis pour l'égalité des droits. C'est-à-dire qu'un homme, une femme, qui que ce soit, moi j'ai un enfant qui a eu 18 ans, 4 secondes après qu'il ait eu 18 ans, c'était à minuit donc, minuit et 4 secondes, il crée son entreprise. Ce que je veux dire, c'est que créer une entreprise, ce n'est pas une question de sexe, c'est une question de compétence, c'est une question de réactivité, c'est une question d'énergie entrepreneuriale. C'est ça, créer une entreprise, ce n'est pas une question de sexe, d'être un homme ou une femme. C'est ridicule comme débat.
Parce que, avant tout, ce qui génère cette égalité, je suis pour l'égalité des droits. Bien sûr que les femmes ont autant de place que les hommes, mais je trouve que c'est ringard de m'exprimer comme je le fais, voyez-vous. C'est dépasser ce débat sur la parité. Et quand je pense qu'on a créé l'association des administratrices, parce que Agnès Bricard, qui est l'ancienne présidente du Haut Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, s'est aperçue que la loi demandait qu'il y ait plus d'administratrices dans les conseils d'administration. Et Agnès, voyant que c'était impossible d'aller sur les quotas, a créé une association. Je dis, mais on marche sur la tête, là. On considère que les femmes sont des animaux. C'est quoi cette histoire? Il faut mettre en valeur la compétence, il faut mettre en avant la créativité, l'innovation. Parlons de ça, parlons de choses qui apportent de la valeur, pas de ces sottises qui sont des histoires ringardes. Donc je ne sais plus pourquoi je suis arrivé à ça, d'ailleurs. Il y avait une autre question? Vous parliez justement des femmes. Je serais prêt à supposer, mais vous allez me le confirmer, que les femmes, même si elles sont en proportion plus faible entrepreneurs, se plantent moins que les hommes, sans doute parce qu'elles ont moins la folie des grandeurs, et que quand elles se plantent, qu'elles rebondissent plus facilement. Oui, vous savez, moi je pense que l'homme et la femme sont complémentaires et que j'ai jamais eu autant de plaisir dans mes équipes que quand j'arrivais à équilibrer les choses. Et quand j'équilibrais, c'est dans un service marketing, j'avais souvent... parce que oui, je ne vous ai pas dit, mais j'ai eu un passé de directeur général dans des grands groupes. Et je me souviens de service marketing qui était quasiment exclusivement féminin. Et des services financiers où là, c'était exclusivement masculin. Mais ce n'était pas une question de parité, c'était une histoire de compétence à un moment donné. Peut-être que demain, il y aura plus de femmes dans le service financier, j'en sais rien. Et peu m'importe. L'important, c'est qu'est-ce que l'on sert. Est-ce que sur notre marché, on est compétitif? Est-ce que le produit qu'on propose est toujours à la hauteur? C'est ça qui est important. C'est rien d'autre. Donc l'histoire homme-femme, sincèrement, on perd notre temps avec ce genre de sujet. Ça, je suis désolé d'être un peu violent, mais ça n'a aucun intérêt. Parce que quand on doit créer de la valeur comme dans un pays comme la France, qui en est à 0,1, 0,3% de croissance, et que l'on se satisfait de ce genre d'argument, alors qu'on sait très bien qu'à ce niveau-là, on crée du chômage, eh bien on doit changer de sujet. On doit partir sur les sujets de ce qui crée de la valeur réellement. On doit parler sur des sujets qui créent de l'innovation. C'est ça qui est important, ce n'est pas le reste. Arrêtons de trouver des sujets parallèles qui n'ont aucun sens dans la création de valeur et de la création d'emplois. On va prendre une dernière réaction. J'espérais qu'il y ait un peu plus de « Oh, il est dégueulasse, il dit n'importe quoi ». Peut-être là. Ouais. Je pense déjà qu'il faudrait en discuter avec les entrepreneuses, voir ce qu'elles en pensent. Et je pense qu'effectivement, ce serait dommage, étant donné les enjeux, de se priver de 50% de la population pour entreprendre. Et la question n'est pas de savoir si l'enjeu c'est d'être compétitif, de vouloir entreprendre. C'est dans l'environnement actuellement, il n'est pas certain que spontanément, que ce soit d'ailleurs homme ou femme, les gens se disent ah bah oui, ça m'est accessible. Donc s'il y a aujourd'hui des personnalités qui se battent, y compris en France et aux États-Unis, pour faire passer ces messages que tout le monde peut entreprendre, ça me paraît particulièrement important parce que nous avons besoin de toute la population pour cela. Il ne s'agit pas de dire que les femmes sont mieux pour entreprendre que les hommes, c'est pas ça. C'est qu'actuellement, oui, mais en parlant de ces sujets, l'accessibilité à l'entrepreneuriat, oui, c'est important que tout le monde en soit convaincu. Ah, mais je suis 1000 fois d'accord avec vous, mais je pense qu'en parlant de ces sujets, on crée de la discrimination. Et vous voyez, dans cet amphi, on n'a pas eu besoin de mettre une loi pour qu'il y ait autant de femmes, et je m'en réjouis. Et à la limite, je suis très heureux voilà, de cette pluralité. On a besoin de pluralité pour que ça fonctionne. J'avais juste une deuxième réaction à ce que vous disiez. Vous dites que la parité est un débat qui est complètement dépassé. Or, aujourd'hui, il y a encore énormément de problèmes qui ne sont pas adressés dans les entreprises. Je pense aux femmes qui sont encore payées entre 15 et 20% de moins que les hommes. Je pense aux femmes qui sont encore victimes de discrimination des entreprises. Et c'est pour ça que je pense qu'au contraire, ce n'est pas un débat pour moi, c'est une question d'égalité. Ce n'est pas une question de parité. C'est donner la même chance à tout individu. Ce n'est pas une question de sexe. Je pense que là, c'est une question d'égalité. Il y a des process à mettre en place dans la manière dont on gère nos entreprises qui ne sont peut-être pas à la hauteur. Mais est-ce que ça doit passer par un système de loi? Sincèrement, on est loin de l'entrepreneuriat. On est dans un système qui n'est pas entrepreneurial. Je pense que les choses doivent se réguler. On doit avoir l'intelligence de faire ce que l'on... On est tous des chefs d'entreprise. Eh bien, écoutez, moi, je peux vous dire que dans mes entreprises, il n'y a jamais eu une femme qui était payée moins bien qu'un homme. C'est quoi ces histoires? À la SNCF, peut-être, j'en sais rien.
Mais dans mes entreprises, je peux vous dire que les hommes et les femmes étaient payés sur les mêmes grilles, et ce n'était pas une question de sexe. Mais enfin, vous savez, quand je vous parlais de la dichotomie qu'il y avait entre le monde politique, dès qu'on passait le périphérique parisien et qu'on se retrouvait dans les ministères, et ce que l'on vit dans les PME, il y a véritablement un écart. Et moi, ce qui m'intéresse, vous l'avez compris, peut-être que je n'ai pas été clair, mais ce qui m'intéresse, ce sont les PME. Et dans les PME, je n'observe pas cette discrimination dont on parle ailleurs. Et ce n'est pas un sujet majeur de survie d'entreprise ou de développement d'entreprise. Je ne suis pas venu pour faire de la politique d'ailleurs. Est-ce que vous pourriez nous parler justement, on sait au moment de la création d'une entreprise de qui il faut s'entourer, mais au moment où tout commence à aller assez mal et on commence à chuter de manière assez dramatique, de qui il faut s'entourer, à part les associations dont vous nous aviez parlé? Oui, alors déjà avant de créer une boîte, il y a les mesures. Il y a les mesures auxquelles il faut faire attention. Le business plan, c'est important, hein, mais jamais respecté, vous le savez aussi. Alors, les mesures, moi, on m'a toujours dit, Bruno, t'es fou, quand tu crées une boîte, tu ne vas pas prendre une assurance chômage, ça coûte trop cher. Et puis, tu sais, Bruno, c'est génial parce que comme tu vas avoir un statut de travailleur non salarié, tu vas payer beaucoup moins de charges. Mais restons sérieux et restons des entrepreneurs. C'est important de se dire qu'il y a des assurances chômage pour les entrepreneurs, même de PME, qui ne sont pas si coûteuses que ça. Il faut pas. J'ai refait les calculs. Ce n'est pas plus coûteux que dans le monde salarial classique. Par contre, c'est vrai que quand on est chef d'entreprise et que l'on crée, on est dans l'instantanéité. Ce qui est important, c'est de transformer ce rêve que l'on a depuis des années. On a envie de créer sa boîte. On n'a pas envie de retarder les choses. Donc, j'ai remarqué une chose, c'est que quand on crée des boîtes, on est pressé de la créer. Et le problème, c'est que si on n'est pas pressé de la créer, on ne la crée jamais. Il y a une ambiguïté. Hein. Et ce que je pense, c'est qu'il y a des assurances à prendre. Prendre une assurance chômage, c'est coûteux, mais il faut le faire. C'est évident qu'il faut le faire. Ça, c'est au moment de la création. Avoir des fonds propres suffisants. Alors, on sait combien c'est difficile de lever des fonds propres. Et quand on crée sa boîte, on se dit « Oh, c'est pas si important. Moi, ce qui est important, c'est que je lance mon truc et puis après, ça va se développer. » Mais ce qui fait la pérennité d'un démarrage, c'est quand même la qualité des fonds propres, leur présence par rapport au total bilanciel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les fonds propres des entreprises, entre 2008 et 2014, ont chuté de 60%. Et quand on met la courbe des défaillances à côté, on comprend ce qui se passe. Donc quand on crée une boîte, faites attention, les fonds propres, c'est difficile d'aller chercher de l'argent, mais il faut quand même aller en chercher. Il ne faut pas commencer avec simplement la capacité de financer son BFR. C'est une grosse erreur. Bon, ça, c'est avant. Alors après, quand on se retrouve en situation de difficulté, il faut savoir qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de sauvegarde, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il faut que tout chef d'entreprise qui crée une boîte connaisse la loi de sauvegarde de 2005. Aujourd'hui, c'est 2 à 3% des chefs d'entreprise qui la connaissent. Alors effectivement, quand ils sont en difficulté, ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les épaules suffisamment larges pour réagir à temps. Moi, pourquoi j'ai créé SOS Entrepreneur? Parce que je me suis aperçu que si j'avais connu la loi de sauvegarde, je m'en serais sorti. J'aurais toujours ma boîte aujourd'hui. J'aurais utilisé les procédures amiables. J'aurais utilisé ces capacités que vous offre la loi pour donner de l'oxygène à l'entreprise à un moment où elle est totalement étranglée. L'objectif, c'est quoi? C'est tout bêtement de donner les moyens à l'entreprise d'étaler son endettement sur du temps. Alors, soit on le fait en amiable, personne ne le sait. Alors, on peut publier cet accord avec le président du tribunal. Et à ce moment-là, tout le monde le sait, mais on s'en fout, on est dans du procédure amiable. Et on peut, moi je suis surpris, pourquoi on réussit si bien à sauver des boîtes avec SOS? On n'est pas des génies, hein. Vous avez vu le mec que je suis quand même pas extraordinaire. Mais on y arrive relativement facilement. On arrive à sortir d'état de cessation de paiement 60% des entreprises en moins de 3 semaines. Vous imaginez? Impressionnant ça. Hein. On arrive à sortir de cessation de paiement 60% des entreprises qui nous appellent. Parce qu'il y a des procédés pour ça. La loi nous y invite, nous le permet, sauf que personne ne vous y aide. Pourquoi? Parce qu'après, quand vous passez en procédure collective, donc il faut bien savoir, dès que vous êtes en cessation de paiement, vous avez une obligation de déposer une déclaration de cessation de paiement au tribunal, dans les 45 jours de votre cessation de paiement. Donc ça veut dire que vous pouvez être en cessation de paiement pendant 45 jours. Vous déposez votre cessation de paiement au tribunal, et ensuite,
vous allez avoir une audience devant le tribunal 4 à 5 jours après, et vous allez dire « Je souhaite pour mon entreprise la liquidation, donc j'arrête tout. » Pourquoi pas? Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit rarement la liquidation. Il faut vraiment que le modèle économique soit pourri, soit vérolé pour qu'on dise « Oui, il n'y a rien à en tirer, prenons la liquidation. » Mais c'est extrêmement rare. On choisit toujours le redressement judiciaire. Et on demande au tribunal, selon une formule de Balzac, l'immense bénéfice de pouvoir bénéficier d'un plan de redressement, enfin d'une période d'observation qui permettra de proposer au tribunal un plan de continuation. Et donc on passe en redressement judiciaire. Pendant toute cette période, ça peut durer jusqu'à 18 mois. En fait, c'est 12 mois, mais avec l'accord du procureur, on peut aller jusqu'à 18 mois. Pendant toute cette période, c'est une période de gestation où, effectivement, on doit réussir à mettre en place un certain nombre d'outils pour que l'entreprise ne perde plus d'argent. Alors, on ne parle pas du passif, on ne parle pas du passé, mais pour que l'entreprise ne perde plus d'argent à partir du jour du jugement. Et on y arrive, mais seulement il faut être conseillé, il ne faut pas rester seul. Alors là où le système est pervers jusqu'à aujourd'hui, c'est que vous avez le président du tribunal qui va nommer un administrateur judiciaire d'une part pour les entreprises qui ont à peu près plus de 10 salariés. Il n'y a pas de règle, on peut, bref, à peu près 10 salariés minimum. Le président du tribunal va nommer un administrateur judiciaire. Cet administrateur judiciaire a une mission, c'est d'aider l'entrepreneur à trouver des solutions pour proposer un plan de continuation. On sait que dans la réalité, c'est 95% d'échecs. Deuxième chose, le président du tribunal peut nommer un mandataire judiciaire pour représenter les créanciers, c'est-à-dire tous ces gens à qui vous devez de l'argent. Et ce mandataire judiciaire n'a qu'une envie, c'est que la boîte ferme. Parce que plus vite elle ferme, plus il y a d'argent payé les créanciers. Donc il faut bien comprendre, ce n'est pas une question d'injustice, c'est juste. Et je dis c'est normal. Le mandataire judiciaire est là pour protéger les créanciers, donc tous les gens à qui on doit de l'argent, c'est normal. Par contre, là où il y a un petit problème, c'est que l'administrateur judiciaire qui est là pour aider le chef d'entreprise à trouver des solutions, là où c'est plus anormal, c'est que ce mandataire, cet administrateur, pardon, représente l'entreprise vis-à-vis du tribunal, pas le chef d'entreprise. Et donc, il ne faut pas mélanger les genres, mais ça, le chef d'entreprise s'en aperçoit souvent trop tard. Et encore une fois, c'est juste, je ne dénonce rien. L'administrateur représente bien l'entreprise vis-à-vis du tribunal. Ça veut dire que les intérêts propres du chef d'entreprise sont totalement exclus. Et ça veut dire que si le chef d'entreprise y va seul, sans aucun conseil, sans aucun accompagnement, eh bien, il va se retrouver à la porte de sa boîte, même si c'est lui qui l'a créé il y a 20 ans, et même s'il a créé 300 ou 400 emplois depuis 20 ans. On s'en fout. C'est l'intérêt de l'entreprise. Donc, on facilitera la reprise de l'entreprise par quelqu'un d'autre. On facilitera si le chef d'entreprise n'a plus d'argent à mettre au capital dans le cadre d'un plan de redressement. On facilitera toutes les options qui permettront à l'entreprise de survivre. Mais on n'aura aucune vision, aucune perception de comment aider le chef d'entreprise à s'en sortir. C'est pour ça qu'on a créé SOS Entrepreneur. Et on s'aperçoit que ça marche. Voilà. Merci Bruno pour ta passion, ton engagement et tes convictions. On peut continuer le débat à côté avec Bruno si vous voulez. Maintenant, on va laisser place à Mathias Monribaud, fondateur du fonds étudiant Le Petit Poussé, accompagné d'une start-up Feeds Up.